Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les principaux titres de l'actualité. Nouveau drame aux portes de l'Europe. Les réactions se succèdent après la mort de moins 23 migrants en provenance d'Afrique subsaharienne. D'après le dernier bilan officiel, ces personnes essayaient de franchir la clôture qui sépare le territoire marocain de l'enclave espagnole de Melilla. Le Maroc réagit et accuse les réseaux de passeurs. Faciliter l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs, c'est l'une des missions de la Banque africaine d'import-export via le Fonds pour le développement des exportations en Afrique. Une défaite face à la France samedi dernier en match amical, mais la détermination reste intacte chez les Lionnes indomptables du Cameroun qui s'apprêtent à s'attaquer aux choses sérieuses à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, les accusations des autorités soudanaises portées à l'encontre de l'Éthiopie. Le Soudan accuse formellement l'armée éthiopienne d'avoir exécuté 7 de ses militaires et fait prisonnier un civil. C'est ce qu'a indiqué l'armée soudanaise dans un communiqué publié dimanche soir. Aucune précision n'a été apportée sur ce dont il s'agit précisément. Pour l'heure, toujours aucune réaction du gouvernement éthiopien suite à ces allégations. Cette montée de tension entre les deux pays survient alors que le conflit frontalier autour de la région revendiquée par le Soudan et l'Éthiopie, El Fashaga, se poursuit, un différend de longue date entre les deux pays qui n'a jamais pu être résolu en dépit des nombreux cycles de négociations. Que s'est-il passé dans la matinée du 24 juin à Nador, à la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla? Ce jour-là, environ 2000 personnes, toutes originaires d'Afrique subsaharienne, auraient quitté leur campement au Maroc pour tenter de franchir la clôture qui sépare le Maroc de l'Espagne. Selon le dernier bilan des autorités marocaines, il y aurait 23 morts parmi les migrants. La riposte marocaine est questionnée. Le Maroc a réagi en accusant les réseaux de passeurs. Eugène Chema, Séverin Douque. Après le drame de Nador, le Maroc qui encourage et favorise les flux légaux de migration promet de maintenir une gouvernance migratoire, humaniste, inclusive et solidaire, mais une tolérance zéro aux réseaux de trafic et des minorités violentes qui dévoient la dimension noble de la migration. Au terme des premières investigations, les autorités marocaines précisent que le drame qui a coûté la vie à 23 migrants ne s'agit pas d'un simple accident, mais le résultat d'une planification malheureuse de meneurs aguerris et entraînés au profil de miliciens expérimentés dans les zones de conflit. Le Maroc a le droit de prendre l'ensemble des dispositions qu'il juge utiles pour assurer sa sécurité. Et maintenant, le danger de ces réseaux mafieux, ces passeurs, si vous voulez, clandestins, il est tellement grand, il est tellement varié, et que le traitement de cette question de l'immigration clandestine nécessite tout naturellement une action collective qui puisse aller au-delà de ce que le Maroc lui seul peut faire. La violence de l'assaut réalisé contre des agents des forces de l'ordre à l'aide d'armes de diverses catégories et la méthode utilisée dénote d'une minutieuse préparation. Un fait symbolise cette nouvelle stratégie, contrairement à l'habitude des migrants de se diriger vers la clôture grillagée du passage entre Nador et Melilla. Ces derniers, orientés par les meneurs et commanditaires, se sont rués vers les couloirs étroits du poste dit de Barrio Chino, réservé au passage des riverains d'eux et vers Melilla. Tout le groupe africain dans son ensemble apprécie grandement le geste de Sa Majesté le roi Mohamed VI en ce qui concerne l'encadrement des migrants ici au Maroc. L'Union africaine, l'Organisation internationale des migrations, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d'autres organisations internationales ont regretté cet accident au lourd bilan humain. Les ambassadeurs africains accrédités au Maroc sous la coordination du doyen du corps diplomatique et ambassadeur du Cameroun au Maroc, Mohamedou Youssifou, ont affirmé dimanche 26 juin 2022 leur soutien aux autorités marocaines et leur volonté de juguler l'immigration illégale et ses conséquences. Le Maroc est un pays de destination de nombreux étudiants et travailleurs africains. C'est également un pays de transit des migrants. D'après le HCR, il s'efforce aussi d'offrir une protection aux réfugiés dans le cadre de sa politique nationale de l'immigration et de l'asile lancée en septembre 2013 à l'initiative du roi Mohamed VI.
Une politique migratoire impulsée par le Maroc et reconnue par l'Union africaine qui avait désigné le roi Mohamed VI, leader africain de la migration, en vue d'améliorer la gouvernance des migrations en Afrique à l'occasion du pacte de Marrakech de 2018. Un défi à la dimension de cet enjeu pour l'Afrique. Suite à cette tragédie, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a réclamé l'ouverture d'une enquête. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth s'est achevé samedi dernier à Kigali. La fin de 2 jours de discussion consacrée notamment aux conséquences de l'offensive russe en Ukraine pour les 56 pays de l'organisation, l'intégration du Gabon et du Togo et la reprise des économies post-Covid étaient également au cœur des échanges. Reportage Fraternenda Kaisenga. Ce 25 juin 2022 a marqué la fin d'un programme d'une semaine d'événements et d'activités de haut niveau, de réunions ministérielles dans le cadre du 26e sommet des chefs d'État du Commonwealth. 4 forums ont émaillé ces activités, à savoir le forum de la jeunesse du Commonwealth, celui des femmes, des affaires et le forum des peuples du Commonwealth. Sous le thème « Construire un avenir commun, connecté, innové, transformé », le sommet du Commonwealth a été l'occasion de délibérer sur les énormes défis et opportunités technologiques, écologiques et économiques auxquels le Commonwealth est confronté, en particulier la jeune génération, avec un accent particulier sur la reprise économique post-Covid-19 à tous les niveaux des États membres. Chez nous au Commonwealth, nous regardons plutôt ce qui nous unit que ce qui nous sépare. Nous savons bien que unis, nous sommes plus forts plutôt que quand nous sommes séparés. En regardant sur les déclarations que nous avons faites, par exemple l'achat des territoires vivants, nous lançons un appel à l'action sur les terres vivantes. Nous savons bien que nous avons atteint le code rouge par rapport au changement climatique. Plusieurs résolutions ont été prises durant ce sommet des chefs d'État du Commonwealth, dont l'admission de 2 pays initialement francophones, le Gabon et le Togo, au sein de l'organisation, respectivement en tant que 55e et 56e membres. Ce 26e sommet a vu également la prise de fonction du président rwandais Paul Kagame comme président en exercice de l'organisation anglophone. As incoming chair in office, I look forward to continue. En tant que nouveau président en exercice, j'ai hâte de continuer à travailler avec le secrétaire général et les membres du Commonwealth pour réaliser nos principales priorités. Nous sommes tous attachés aux valeurs du Commonwealth, cela ne fait aucun doute, mais il n'appartient pas à un groupe de définir et de mesurer qui s'y conforme. Un Commonwealth est diversifié et nous respectons cette diversité. Than usual mandate due to COVID pandemic. Le Kenya et le Royaume d'Eswatini ont été désignés champions du Commonwealth pour diriger l'action de la communauté en matière d'énergie géothermique. Le sommet a également vu la réélection de Patricia Scotland en tant que secrétaire générale du Commonwealth pour les 2 prochaines années. Le prochain sommet des chefs d'État du Commonwealth est prévu aux îles Samoa en 2024. Retour à présent sur la visite de l'émir du Qatar, cher Tamim Ben Hamad Al Thani, en Égypte. Elle a eu lieu samedi dernier et au cours de celle-ci, il a rencontré le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi. Il s'agit de la première visite au Caire de l'émir du Qatar depuis la reprise des relations entre les 2 pays. Le renforcement des liens dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et dans la coopération en matière de flux d'investissement du Qatar vers l'Égypte était l'objet de ce déplacement. Samantha Saberou Saboubanka. Après des années de brouille diplomatique, l'émir du Qatar, cher Tamim Ben Hamad Al Thani, a effectué une visite officielle en Égypte du 24 au 25 juin 2022, visite au cours de laquelle il s'est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi. Il s'agit de la première visite depuis que les 2 pays ont convenu de reprendre leurs relations bilatérales en janvier 2021, après plus de 3 ans de rupture diplomatique. Cette visite d'abord signe le retour et la normalisation des relations entre les 2 pays. L'Égypte est un pays phare. Il s'est beaucoup fâché, notamment pendant
la révolution où la chaîne qatarienne avait pris position pour les frères musulmans. Au cours de la rencontre, les deux dirigeants ont discuté du renforcement des liens dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, ainsi que l'approfondissement de la coopération en matière d'échanges commerciaux et en particulier des afflux d'investissements du Qatar à destination de l'Égypte. C'est peut-être aussi une manière de normaliser pour apaiser des tensions fortes dans un contexte mondial grave avec la guerre en Ukraine et ses effets sur les monarchies du Golfe avec le renchérissement des matières premières en termes alimentaires surtout. Voilà, le contexte incite à la sagesse et à la pratique de la modération. Rompues durant 3 ans, les relations diplomatiques entre les deux pays n'ont repris qu'en janvier 2021 dans le cadre d'une réconciliation scellée entre le Qatar et 4 pays arabes. L'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn avaient mis fin en juin 2017 à leurs relations avec le Qatar, accusé notamment d'être trop proche de l'Iran et de soutenir les frères musulmans, des accusations niées par Doha. Dans l'actualité également, la Banque africaine de développement a de façon officielle annoncé ce lundi la création prochaine d'une fondation africaine pour la technologie pharmaceutique. Cette fondation aura pour mission principale de s'attaquer aux grandes problématiques touchant à la sécurité sanitaire du continent africain en lançant des négociations avec les multinationales pharmaceutiques afin de parvenir à un partage des technologies et des procédés brevetés. L'enjeu est de taille, il s'agit de réduire les importations de médicaments en Afrique où plus de 80% des médicaments proviennent de l'étranger. La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, demeure un acteur clé dans le domaine du financement du commerce. Afreximbank intervient dans le renforcement des investissements en faveur des petites et moyennes entreprises et des start-up. Et pour ce faire, l'institution agit entre autres à travers le Fonds pour le développement des exportations en Afrique. Roberto Bogbe. Le FEDA, le Fonds pour le développement des exportations en Afrique, créé en tant que filiale de la Banque africaine d'import-export en février 2019, est chargé de mettre en œuvre le programme d'investissement en fonds propres de la banque en fournissant des capitaux de croissance aux entreprises axées sur l'exportation dans un large éventail de secteurs. Dans sa stratégie de croissance, le volet jeune n'est pas négligé. Les ventures capitalistes, donc là c'est les institutionnels qui viennent quand le business a déjà démarré, a déjà fait quelques preuves mais qui viennent assez tôt. Là c'est là que FEDA justement innove avec un fonds de venture capital. Il y a quelques autres fonds de venture capital en Afrique, il n'y en a sans doute pas assez pour toutes les opportunités qui existent, mais ceci commence à se mettre en place. Le FEDA a été créé par la banque Afreximbank pour faciliter les flux d'investissements directs étrangers dans les secteurs du commerce et de l'exportation en Afrique, ainsi que pour combler le déficit de financement par capitaux propres qui s'élève à 110 milliards de dollars par an dans les secteurs liés aux exportations. Un modèle économique pas très à la mesure des startups, ce qui ne lui empêche pas pour autant leur prise en compte. Il y a le prochain niveau qui est le private equity, ça c'est quand les business sont plus matures et ça, de nouveau, FEDA et d'autres sont très engagés dans cela. Donc vous voyez que ce qui manque aujourd'hui, c'est les amis, la famille, les business angels, même si on en voit de plus en plus. La jeunesse doit se focaliser sur des business qui sont très viables, des business plans qui sont très très viables. L'année 2017 a signé un record en matière d'investissement en capital risque en Afrique. 560 millions de dollars ont été levés par plus de 120 startups sur le continent. Une hausse encore loin de satisfaire aux besoins de financement des startups africaines. Seulement 4% d'entre elles parviennent aujourd'hui à se financer. Malgré leur échec en France face aux Bleus lors d'un match amical, les Lions indomptables du Cameroun affichent toujours leur détermination alors que la Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas, marquant ainsi la fin de la phase préparatoire à quelques jours du coup d'envoi de la compétition continentale au Maroc le 2 juillet prochain. José Douglas. C'était le 3e match amical des Lions indomptables ce samedi 25 juin à Beauvais, mais cette fois opposé aux Bleus qui possèdent beaucoup de joueuses d'origine africaine. Elles ont montré du cœur mais ont encaissé 4 buts avec Melvin Mallard,
à la 31e minute de jeu, puis Grej Bok à la 38e et Oulemata Sarr à la 58e et 63e minute. L'expulsion dans les arrêts de jeu d'Awa Sissoko pour la France, mais le Maroc reste la priorité des Lions. On est là pour préparer notre CAN, donc le reste nous porte peu. On travaille bien, beaucoup de concentration, de sérénité. On espère que ça va aller. Bien sûr que nous sommes attendus et nous allons répondre présent parce que nous sommes très concentrés pour cette CAN et nous avons des objectifs à atteindre. Oui, avant la CAN, très bien, parce que c'est une compétition qui nous a vraiment manqué. Ça fait 4 ans que nous n'avons pas joué la CAN, donc ça va être une bonne aventure pour nous. Le bilan de l'équipe du Cameroun qui reste sur 2 défaites et une victoire dans le cadre de cette préparation. Nul 2 buts partout contre le Sénégal le 5 juin, puis victoire 1-0 contre la même équipe des Lions de la Teranga le 18 juin. La sélection nationale du Cameroun cherche des pistes pour avoir la meilleure équipe possible à cette CAN du Maroc. Vous savez, le Cameroun en matière de football en Afrique est toujours attendu. Et vous n'êtes sans ignorer que les Lions aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, c'est parmi les godages du football africain. Donc il faut maintenant, on sait qu'on est attendu, nous-mêmes, nous travaillons en conséquence. Et je pense que nous répondrons présent aux attentes, n'est-ce pas, de toute la population du Cameroun et pourquoi pas africaine. Plusieurs joueuses ont été testées au cours de ces rencontres et le Cameroun entrera dans le dur à partir de ce samedi 3 juillet contre la Zambie, puis le 6 juillet face au Togo et le 9 juillet, l'adversaire sera la Tunisie dans le cadre de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.